Et s'il en fut, la réalité des choses est en tout état de cause supérieure à toute théorisation idéologique. Ne crois que ce dont tu as l'expérience, toi. Il n'y a pas de théorie que l'on plaque sur les choses, c'est toi qui théorises les choses que tu as expérimentées. En 82, l'exposition sur les sculptures du clocher de la Dalbade. Vous savez que quand le clocher de la Dalbade s'est effondré en 26, on a récupéré un certain nombre de sculptures, probablement de bacheliers du XVIe siècle. Et alors, pour les présenter, il a fait comme si c'était une espèce de charpente de clocher pour un carillon, dans lequel on a suspendu les sculptures. Il y avait quand même le poids propre de la structure, hein, les poutres plus les câbles et tensions. Et puis les 18 sculptures de bachelier, ça devait représenter quand même le tout 4 ou 5 tonnes. Et qu'il faisait reposer les 4 pieds sur des boules de pétanque. Tous ces calculs, il les faisait sous forme de fractions. Il ne travaillait jamais avec des nombres entiers ni des nombres réels. Il travaillait qu'avec des fractions. C'est que des histoires de proportions chez lui. Sur la base des nombres 2, nombres 3, tout ça, et toujours il calculait comme ça. Mais il calculait une rapidité de tête plus vite que nous avec nos systèmes de calcul. Mais lui, tout avec des fractions. C'était curieux, ça m'avait toujours sidéré parce qu'on n'a pas cette habitude-là. Cette boule aplatie, on pourrait la préfabriquer. J'ai dit, écoute Pierre, ça va être assez difficile, étant donné que nous sommes quand même un contenant de fluide, de liquide, perché là-haut. Ça va être assez difficile. On pourrait le faire, mais il ne faut rien mettre dedans. Alors ça tiendra, ce sera joli, et ça, oui. Mais avec l'eau à l'intérieur, ce n'est plus possible. Alors, bon, il a dit, écoute, alors, tu me gardes la structure extérieure, c'est-à-dire l'aspect extérieur, et à l'intérieur, ben, tu mettras ce qu'il faudra pour que ça tienne. J'ai dit, ça, je peux faire. Et alors, je disais à Pierre, ta table, il me dit, non, c'est une structure. Parce que, tu comprends ça? Aussi bien ça pourrait être dans l'espace, sans haut ni bas. Et il me dit, tu comprends, c'est aussi bien un pont qu'une poudre, qu'une table, etc. C'est une organisation, c'est une structure. Et je pense que cette notion, ce concept même de structure était dans son esprit beaucoup plus physique et en même temps philosophique que la réalité de tel objet que l'on réduit à une seule fonction. Je crois qu'il y avait une idée de la polyvalence des usages de l'espace et des usages des formes qui étaient tout à fait extraordinaires. Et cette utopie, hein, ce qui n'a pas de lieu et qui se passe dans l'espace. Hein. Ça n'a pas de lieu, mais ça se passe dans l'espace et dans le temps. Mais quand je lui disais, ta sculpture, c'est une architecture, et ton architecture est une sculpture, là il disait non, fais attention. Si elle devient architecture, elle est plus sculpture. Mais, alors que je crois que la grande découverte du XXe siècle, c'est de s'apercevoir qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de primat de la structure sur la forme. La structure est la condition sine qua non de l'existence d'une forme, qu'il s'agisse aussi bien des plantes ou des coquillages que des productions architecturales. Je postule une solidarité essentielle de la structure et de la forme. Et je pense que, mais ça c'est peut-être un peu personnel, dans la démarche d'élaboration d'une architecture, les deux points de vue doivent se tenir constamment au même niveau. Pas faire d'abord la structure et ensuite décorer, mais faire d'un seul coup, enfin, dans le temps, hein, c'est pas simple, l'élaboration de la forme avec la structure en symbiose constante. C'est difficile,
Mais c'est pas impossible. Et en tout cas, c'est passionnant. Ses mains étaient toujours en action. À savoir que tout ce qui se passe dans l'espace est un fonctionnement. Autrement dit, c'était toujours mécaniquement un démontage et une reconstruction. Cette relation entre la réalité du faire et de penser ce que l'on fait. De fil en aiguille, à partir de là, j'ai commencé à fabriquer, j'ai découvert Emmerich, Nelson, Fuller, etc. Commencé à fabriquer des charpentes. C'était 66, si j'ai bonne mémoire, décembre 66, au musée des Augustins. On a quillé une tour, donc avec de jeunes étudiants en architecture, récemment révoltés eux aussi. Et on a construit une tour de 16 mètres de haut, dont les membrures verticales et horizontales étaient des câbles, et dont seules les diagonales étaient des poinçons, des pièces comprimées. On est monté jusqu'à 16 mètres et ça marchait très bien. C'était pour une expo qu'on avait faite sur le Ricollet et quelques autres travaux. C'était fort intéressant. En même temps, je travaillais aussi sur un certain type de charpente qui partait de l'idée de la tour, de la tour des Augustins. Écrémer un peu tout ça, remettre en question là aussi, relire, recritiquer les travaux de ceux de rivaux, de types qui avaient travaillé là-dessus, qui ont fait des choses très chouettes et très intelligentes, mais chercher à aller plus loin. Alors on peut aller plus loin, j'ai réalisé donc 2 charpentes à la caserne Vion. Et puis il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, à partir d'une situation d'équilibre indifférent, c'est-à-dire que la finalité c'était de faire des charpentes qui soient rigides. Bien, et le son, il y en a qui fonctionnent depuis des années. Dans l'investigation géométrique de toutes les possibilités qui existaient, il y a une situation d'équilibre indifférent, c'est-à-dire que la charpente se replie comme un parapluie ou s'ouvre comme un parapluie, comme on veut. Vous connaissez peut-être la flèche du monument à la Résistance qui a été quillée en 71, c'est le grand-père, ça c'est l'aïeul. Et je sentais depuis longtemps que derrière ça, il y avait la possibilité d'aller beaucoup plus loin et de peut-être faire des charpentes de caractère dynamique, et j'y suis arrivé. J'y suis arrivé. Alors là... Très bien. Oui, c'est mieux. Et tu le regardes. Voilà, ça c'est parfait. Si on peut avoir ce mouvement, il n'y a rien qui cloche. Allez.
24 mètres elle faisait. La particularité de cette structure, c'est qu'on l'a reliée à une horloge, et donc elle faisait le réseau horaire. C'est-à-dire le matin, par exemple, à une heure qu'on se fixait, elle était plate, elle était pratiquement plate. Et à midi, on la retrouvait, on passait sur un point, elle était complètement gerbée. Donc c'est le système. C'est le truc. À tout instant, la structure a une forme différente, quoi, je veux dire. C'est une cellule pentagonale, et donc il y avait 5 chariots, elle était posée sur 5 chariots sur des rails au sol, et puis simplement il y a des chaînes qui reliaient à un moteur central, et puis tout simplement ça faisait glisser les pieds de la structure, et ça montait, ça descendait. Il y avait un moteur donc qui était relié à un système d'horloge tout simple. D'un moteur qui n'apportait qu'un petit complément d'énergie, n'est-ce pas, qui correspondait à la déperdition ou au gain d'énergie de la flexion des fléaux. C'est en finissant la motorisation de cette structure-là qu'il y a eu l'accident. Donc il y a une personne de leur personnel donc, qui a eu un accident, qui est mortel, et puis une personne de la mairie. La structure en elle-même, elle fonctionne très bien. C'est sûr que la cellule n'est aucunement remise en cause, quoi. Je veux dire, c'est pas un câble qu'a lâché, c'est pas un fléau qu'a plié, c'est pas la structure en elle-même, c'est simplement une question mécanique. C'est un des chariots. La structure était posée comme a été surposée sur des parties mobiles, et c'est une des parties mobiles en partie basse qui a lâché. Donc le chariot sur les rails est parti, a déséquilibré la structure, et la structure est tombée. Ça a mis un peu un terme aux espoirs qu'avait Pierre de pouvoir faire connaître son œuvre. Voilà. Moi, je veux intégrer dans l'architecture le mouvement objectif, le mouvement réel et sans artifice. Voilà un bâton, je le laisse tomber. Du temps 0 au temps 1, il y a une tripotée d'intervalles de temps qui serait à mesurer en fraction de seconde au chronomètre. Eh bien, ces intervalles de temps peuvent être mesurés par le sinus de cet angle. Et par conséquent, le temps peut entrer dans une géométrie. En termes de gravité, là, il y a une variation d'énergie potentielle, cette énergie qui varie et qui est une fonction du temps, elle accepte d'entrer dans la géométrie. Et l'énergie qui s'oppose à la chute, qui est une énergie de flexion, eh bien, elle accepte aussi d'entrer dans la géométrie. Ces deux relations, qui sont des relations donc de nature physique, deviennent, dans ce système-là, deux relations de nature purement géométrique qui vont se traduire par des relations d'angle, uniquement d'angle. Il n'y a plus de force, il n'y a plus de Newton, il n'y a plus de tout ça. Alors déjà, il apparaît quelque chose de très troublant. Moi, j'appelle ça une symétrie avec le zèle. Comme les Grecs